vous ment. C'est un titre qui frappe, n'est-ce pas? C'est une affirmation assez provocante. Et c'est justement le point de départ de notre analyse aujourd'hui. Une remise en question de tout ce qu'on pense savoir, de tout ce qu'on tient pour acquis. Alors, ce livre, il nous met face à des idées vraiment puissantes. On va en explorer deux en particulier, deux idées qui viennent complètement bousculer notre perception de la réalité et la façon dont l'information la construit. Voilà notre premier grand thème, une hallucination partagée. L'idée, c'est de commencer par regarder à l'intérieur de nous-mêmes, de remettre en question cette croyance qu'on a tous, celle d'une réalité qui serait objective, la même pour tout le monde. Écoutez bien cette citation de Lily Tomlin. Après tout, qu'est-ce que la réalité? Rien d'autre qu'une intuition collective. C'est génial, ça résume tout en fait. Notre réalité, au fond, ce serait donc une sorte d'accord tacite, une construction sociale. Pensez-y une seconde. La plupart des choses qu'on sait vraies à cet instant précis ne sont en fait que des souvenirs. Le fait que les autres pièces de la maison existent, ou même que des galaxies lointaines existent, on ne les voit pas directement. C'est notre mémoire qui nous dit qu'elles sont là. C'est une construction de notre esprit, un fantôme basé sur nos souvenirs. Et qu'est-ce qui contrôle cette mémoire? Eh bien, c'est là que ça devient fascinant. C'est notre système limbique, le centre émotionnel de notre cerveau. Il agit comme une sorte de portier. C'est lui qui décide ce qu'on garde en mémoire et ce qu'on jette. Et il le fait en se basant sur quoi? Sur des signaux sociaux. Les compliments, les critiques, l'approbation du groupe. En gros, nos émotions, qui sont constamment en train de sonder notre entourage, sont les véritables architectes de notre réalité. Ok, donc si notre réalité est construite par nos émotions et les autres, jusqu'où ça peut aller? On va voir maintenant comment la pression du groupe peut carrément réécrire ce que l'on voit. La question est simple, mais elle fait un peu froid dans le dos. Est-ce que la pression des autres peut vraiment, littéralement, changer ce qu'on voit avec nos propres yeux? C'est exactement ce que Solomon Asch a voulu tester avec ses fameuses expériences. Alors, comment ça marche? Le montage est hyper simple mais super efficace. On met un sujet test dans une pièce avec d'autres personnes qui sont en fait des acteurs. On leur montre des lignes de longueur différentes. C'est évident, hein, laquelle est la plus longue. Mais voilà le truc. Les acteurs, l'un après l'autre, donnent tous la même mauvaise réponse. Le vrai sujet se retrouve alors face à un dilemme. Est-ce que je fais confiance à ce que je vois ou est-ce que je suis le groupe qui dit le contraire? Et le résultat? Regardez ce chiffre. 75%, c'est énorme. Ça veut dire que 3/4 des participants ont au moins une fois décidé de nier ce que leurs yeux leur disaient pour se ranger à l'avis du groupe, même si cet avis était clairement faux. Mais attendez, ce n'est pas le plus fou. Le plus troublant, c'est que beaucoup n'ont pas juste menti pour ne pas faire de vagues. Non, non. Ils ont expliqué après coup qu'ils avaient réellement commencé à voir les lignes comme étant de la même taille. La pression du groupe a littéralement changé leur perception visuelle. Leur cerveau a redessiné la réalité. Ça nous amène à une question beaucoup plus large. Si notre perception peut être à ce point tordue par une poignée de personnes dans une pièce, alors, à plus grande échelle, qui façonne les grandes histoires, les grands récits qui structurent toute notre société? Pour répondre à ça, on va se pencher sur le modèle des médias proposé par Noam Chomsky. Et son idée, c'est que le vrai business des médias, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. D'un côté, on a l'idée reçue. Les médias vendent de l'information au public. Logique, non? Mais de l'autre, il y a le modèle de Chomsky, qui renverse complètement la table. Les médias ne vendent pas l'info au public, ils vendent le public, c'est-à-dire notre attention, aux annonceurs. L'information, c'est juste l'appât pour nous faire venir. Le vrai produit, c'est nous. Et ce modèle va plus loin en distinguant deux types de médias. D'un côté, les médias de masse, dont le but principal est de divertir la population générale. De l'autre, les médias d'élite, qui s'adressent aux décideurs et dont le vrai rôle est de définir le cadre de la discussion, de fixer l'agenda de ce dont on va parler. Les termes utilisés dans les sources pour décrire ça sont assez directs. On parle des étrangers ignorants et importants, c'est-à-dire le grand public, qu'il faut garder occupés, distraits, pendant que les hommes responsables, eux, gèrent les vraies affaires. Le but est clair, s'assurer que la majorité reste spectatrice et non pas actrice. Et cette idée de gérer la population, ça nous conduit à un concept clé, la fabrication du consentement. C'est l'art de diriger une démocratie, non pas par la force, mais par la persuasion. Le terme vient de Walter Lippmann. Pour lui, c'est un nouvel art de la démocratie. L'idée, c'est de manager, d'orienter l'opinion publique pour qu'elle finisse par accepter les décisions prises par les élites. Le but, c'est de rendre l'opinion publique prévisible et facile à gérer, de la guider doucement vers les conclusions qui arrangent le système en place.
Et cet art n'est pas né de nulle part. Pendant la Première Guerre mondiale, on a vu des campagnes de propagande d'État massives pour transformer une population pacifiste en une machine de guerre. Dans les années 20, le secteur privé s'est dit « Tiens, c'est intéressant ça !» Et l'industrie des relations publiques est née en appliquant ces mêmes techniques de propagande au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, ce système est simplement devenu plus sophistiqué pour s'assurer que le public reste bien à sa place de spectateur. Écoutez cette phrase d'Édouard Bernays, un des pères des relations publiques. C'est, sans ambiguïté, régimenter l'esprit public. L'objectif n'est pas caché. Il ne s'agit pas d'informer, mais bien de mettre la pensée au pas, de l'uniformiser, comme dans une armée. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. Si on accepte que notre réalité est une sorte de grande histoire qu'on se raconte collectivement, une histoire influencée par notre psychologie de groupe et façonnée par des systèmes médiatiques bien rodés, alors la question finale, la plus importante peut-être, c'est celle-ci: qui sont les conteurs qui tiennent la plume aujourd'hui ?